Bonjour à tous. Les nouveaux chemins se répètent tous les jours que l'esprit n'est qu'une idée du corps, en compagnie de Jules Salomon, Marianne Chassor, Alexis Anne Braun et Géraldine Mosna-Savoie. À la lecture affectueuse des textes cette semaine, Anne Brissier. À la réalisation musicale et passionnée, Nicolas Berger, avec aujourd'hui à la prise de son désirante, Bruno Gagnère. À 10h50 pour le journal de la philosophie, François Nudelman vous parlera de photographie et de croyances en compagnie de Daniel Grojnowski. Après Adam Smith hier et avant Jane Austen demain, pour le deuxième temps de cette semaine consacrée au conflit exclusif ou apparent entre raison et sentiment, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Sévrac pour réfléchir à ce qu'il reste de cette lutte entre esprit et affection, dès lors que le corps et l'esprit ne sont plus deux, mais une seule et même substance. Je m'appelle Claude Godot. J'ai commencé à fumer à 15 ans, un paquet par jour, tranquille. J'ai rien fumé. Mais ça a pris 3 ans. Cancer de la gorge, ablation du larynx, plus de cordes vocales. Aujourd'hui, j'utilise mon œsophage pour l'exprimer. Commencer à 15 ans, ça tue la voix. Plus chacun s'efforce de rechercher ce qui lui est utile, c'est-à-dire de conserver son être et le peu, plus il est doté de vertus. Et au contraire, en tant que chacun néglige ce qui lui est utile, c'est-à-dire de conserver son être, en cela il est impuissant. Personne donc, à moins d'être vaincu par des causes extérieures et contraires à sa propre nature, ne néglige d'avoir en appétit ce qui lui est utile, autrement dit de conserver son être. Personne, dis-je, à partir de la nécessité de sa nature et sans y être contraint par des causes extérieures, n'a d'aversion pour les aliments, ou bien ne se suicide, ce qui peut se faire de bien des manières. Mais que l'homme, à partir de la nécessité de sa propre nature, s'efforce de ne pas exister, ou bien d'échanger sa forme contre une autre, cela est aussi impossible qu'à partir de rien, quelque chose se fasse, comme chacun peut le voir par un peu de méditation. Bonjour Pascal Sévrac. Bonjour. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'université Paris-Est Créteil et spécialiste de Spinoza. Vous êtes déjà venu en parler ici sur les nouveaux chemins. Lorsqu'on entend la publicité de prévention contre le tabac, on entend la voix d'une femme qui s'appelle Claude, dit-elle, voix complètement éraillée, à peine audible, expliquer les conséquences néfastes qu'a eu le tabac sur elle. Puis ensuite Spinoza qui dit que rien dans l'homme, a priori, ne peut se retourner contre lui-même puisqu'il est mu par le désir de persévérer dans son être et donc il ne peut pas, en toute logique, se suicider. Y a-t-il une incompatibilité entre les deux ? Est-ce que ça veut dire que est-ce que Claude donne tort à Spinoza ? Là, on entre dans le vif du sujet, mais peut-être par un des points les plus difficiles du spinozisme, qui consiste à se demander comment, à partir de cette philosophie de la positivité absolue, de la puissance, de l'affirmation de la puissance d'agir en chacun, on peut expliquer des comportements autodestructeurs. Alors l'anorexie, dont parle Spinoza là, dans le texte que vous avez lu, mais aussi le suicide ou toutes les formes de suicide, Spinoza remarque qu'il existe au fond pas mal de façons de s'autodétruire à petit feu ou de façon très violente et radicale. Alors oui, c'est vrai, il y a un mouvement fondamental du désir, du conatus, dit Spinoza, c'est-à-dire un effort que fait chaque chose pour persévérer dans son être et qui caractérise, on va dire, la positivité de chaque chose inerte ou de chaque chose vivante et de l'homme en particulier, qui, parce qu'il n'échappe pas aux lois de la nature et parce qu'il n'est pas un empire dans un empire, obéit, comme toutes les autres parties de la nature, aux mêmes lois générales. Or, la nature étant, on va dire,
une grande force productive, une puissance infinie de production des phénomènes naturels, eh bien, chacun d'entre nous, à sa manière, est doté d'une puissance d'agir. C'est la puissance du désir fondamental de chacun. Alors du coup, si chacun désire persévérer dans son être, si chacun désire agir et vivre, comment se fait-il qu'on puisse être déprimé, qu'on puisse entrer dans des spirales d'absence de désir, et même de désir de ne plus vivre, ou de désir d'autodestruction? Alors Spinoza dit, là c'est qu'on est vaincu par des causes extérieures, par des causes qui produisent en nous des affects, mais des affects de tristesse, des affects de mélancolie, dirait Spinoza. Dans un Scoli, il dit il y a rien de plus urgent, à la fois de lutter contre la faim et la soif, mais aussi de lutter contre la mélancolie. La mélancolie, c'est, si vous voulez, cette tristesse totale qui nous absorbe, qui nous déprime, on dirait aujourd'hui. On pourrait dire que les comportements autodestructeurs sont souvent des affects de tristesse qui nous emportent dans des spirales d'autodestruction. Mais alors, dans l'extrait qu'on a entendu justement, où on entendait ce témoignage d'une femme victime du tabac, ce qui est intéressant, c'est à la fois le ton de l'extrait qui joue justement sur les affects, qui sont le pathos, c'est énorme. Le but est justement de sensibiliser les auditeurs, ceux qui écouteront cette publicité-là, ou les téléspectateurs en l'occurrence, aux méfaits du tabac pour les encourager à ne plus fumer. Donc on a plusieurs choses. On a le registre de l'affect utilisé dans un premier temps pour mettre en garde contre les dangers du tabac. Deuxièmement, on a la dimension moralisante ici, puisque le but est de demander aux gens de ne plus fumer. Et enfin, troisième point, et c'est en cela aussi que l'extrait s'oppose en tout point, il me semble, à ce que peut dire Spinoza, c'est qu'on présuppose, lorsqu'on diffuse une publicité qui montre les méfaits du tabac, que l'homme pourrait avoir la volonté de ne plus fumer, comme si l'homme, le fumeur, pourrait faire appel à une faculté en lui qui serait la raison et qui lui ramènerait au bon sens et du coup le ferait arrêter de fumer. Alors là, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. C'est au fond comment déterminer un comportement. Sans doute, je pense, si on essaye d'impressionner les gens et les fumeurs notamment avec ce type de publicité, c'est que justement on est assez spinoziste et qu'on pense qu'on doit déterminer affectivement les comportements pour faire agir les gens dans un sens ou dans un autre. Et c'est donc au fond pour lutter contre le désir assez prégnant de la cigarette, qui est plutôt un désir de plaisir, mais enfin qui peut être aussi une espèce d'habitude à la fois plaisante et déplaisante. On sait qu'il y a des bonnes cigarettes, puis il y a des mauvaises cigarettes, les cigarettes de stress, les cigarettes de détente. Mais bon, admettons que contre cette habitude du comportement, habitude affective de fumer, il faille lutter. Je pense qu'on a assez raison de vouloir lutter contre cette habitude. Comment faire ? On peut énoncer la loi générale, à laquelle nul n'échappe, à savoir que fumer tue. Oui, mais fumer tue de façon, on va dire, assez générale, et puis certains, ou de façon statistique, on va dire, mais certains toute leur vie ont fumé et sont morts d'autre chose, ou sont en tout cas, ont l'air d'avoir survécu à leur propre cigarette. Donc il faut, plutôt que dénoncer une loi générale qui est tout à fait vraie, mais qui est sans portée affective, marquer les esprits. Contre un affect, en formuler, en forger, en former un autre qui va pouvoir être contraire et qui va pouvoir essayer de le contrarier, voire de le supprimer. Comme mettre des photos de poumons détruits sur les paquets de cigarettes, par exemple. C'est sans doute un petit peu plus impressionnant que juste fumer tue. Parce que on a, au fond, contre l'imagerie de la cigarette, qui est peut-être d'ailleurs une imagerie assez plaisante, je vais fumer avec des amis, je prends 5 minutes de détente, une autre imagerie, une imagerie qui en plus n'est pas seulement, comme dirait Spinoza, un tableau muet, une peinture muette sur un tableau, mais qui a une force affirmative. Et c'est ça qui fait au fond l'affect. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un affect chez Spinoza ? Puisqu'on est doté de puissance, cette puissance, elle peut varier. Quand il y a des variations de puissance, il y a affect, il y a sentiment. Si c'est une variation positive, si la puissance augmente, il y a joie. Si la puissance diminue, il y a tristesse. Et puis si la puissance est orientée vers une action, il y a désir. Voilà, tristesse, désir, joie, c'est les 3 affects primaires à partir desquels Spinoza prétend reconstruire toute la vie affective. Il prétend déduire toutes les logiques des affects et donc au fond faire la géométrie des affects humains.
Et une des lois fondamentales pour Spinoza de la vie affective, c'est qu'un affect ne peut être contrarié ou supprimé que par un autre affect plus puissant. Ceux qui préfèrent maudire les affects et actions des hommes, ou en rire, plutôt que de les comprendre, ceux-là sans aucun doute trouveront étonnant que j'entreprenne de traiter les vices et inepties des hommes à la façon géométrique, et que je veuille démontrer de façon certaine ce qu'ils ne cessent de proclamer contraire à la raison, vain, absurde et horrible. Mais voici ma raison. Rien ne se fait dans la nature que l'on puisse attribuer à un vice de celle-ci, car la nature est toujours la même et a partout une seule et même vertu et puissance d'agir, c'est-à-dire les lois et règles de la nature, selon lesquelles tout se fait et passe d'une forme dans une autre, sont partout et toujours les mêmes. Et par suite, il ne doit y avoir également qu'une seule et même façon de comprendre la nature des choses, quelle qu'elle soit, à savoir par les lois et règles universelles de la nature. Et donc les affects de haine, de colère, d'envie, etc., considérés en soi, suivent les uns des autres par la même nécessité et vertu de la nature que les autres singuliers. Et partant, ils reconnaissent des causes précises, par lesquelles ils se comprennent, et ont des propriétés précises, aussi dignes de notre connaissance que les propriétés de n'importe quelle autre chose qui nous charme par seule contemplation. Je traiterai donc de la nature des affects et de leur force, et de la puissance de l'esprit sur eux, suivant la même méthode que j'ai utilisée dans ce qui précède à propos de Dieu et de l'esprit. Et je considérerai les actions et appétits humains comme s'il était question de lignes, de plans ou de corps. Congratulations, you have just taken your very first step. I sure hope this works. Vous êtes mignon, bonne situation. Accordez-moi 3 jours et je vous trouverai la femme que vous épouserez. On est à New York, il y a beaucoup de poissons dans l'océan. Oui. Et il y a 9 millions de personnes à New York, dont 4,5 millions de femmes. Et bien évidemment, vous préférez une partenaire d'environ votre âge, avec 5 ans de plus ou de moins, disons. Bon, donc si nous nous référons au dernier recensement en date, ça nous laisse 482 000 candidates. Mais, minute, 48% d'entre elles sont déjà engagées dans une relation. Ensuite, éliminons la moitié pour l'intelligence, le sens de l'humour, la compatibilité. Supprimons également les ex-copines ainsi que les membres de la famille. Et voilà qui nous laisse seulement 8 femmes. 8 ? Vraiment, 8 ? 8 poissons dans ce vaste océan si limpide. Et si vous pensez que vous êtes capable d'en remonter un sur votre bateau sans moi, voici la porte. Vous prenez les cartes de crédit ? Quelle différence, Pascal Sévrac, entre ce que Spinoza affirme dans la préface de la 3e partie de son Éthique, ici interprétée par Anne Brissier, à savoir qu'il va essayer de comprendre les affects, la nature des affects et leurs forces, comme s'il était question de lignes, de plans ou de corps, ce qui semble relever d'une forme de rationalisation d'une réalité affective, sensible. Et l'extrait qu'on a entendu juste avant de la série How I Met Your Mother, où on est ici dans un calcul des rencontres, un calcul quasiment statistique de probabilité des rencontres possibles entre deux individus, qui est aussi une entreprise de rationaliser ce qui est de l'ordre de l'affect, avec la dimension du hasard en plus, qu'on essaye de réduire. Quelle différence entre les deux ? Alors, le texte qui a été lu là, qui est un extrait de la préface de la partie 3 de l'éthique, c'est un texte essentiel, parce qu'au fond, là, Spinoza dit la vie des affects n'est pas une vie obscure, cachée, impénétrable à la raison. C'est vraiment une vie qui peut être comprise, dont les logiques peuvent être comprises. Ça veut bien dire qu'au fond, les affects pour Spinoza peuvent être irrationnels au sens de contraire à la raison. Ils peuvent nous faire faire des choses qui sont complètement absurdes ou qui sont nuisibles pour notre propre persévérance dans notre être. Pour Spinoza, au fond, la question n'est pas avant tout de savoir si on va être amoraux ou immoraux, c'est-à-dire si on va faire des choses qui sont contraires à des commandements de la raison, mais la question est de savoir si on va être rationnel au sens où on va au mieux se conserver, au mieux se préserver. Et à travers certains affects, on peut être amené à des conduites
qui sont en effet contraires à la raison. Comme dit d'ailleurs Spinoza, je vois le meilleur, je l'approuve, et puis je fais le pire parce que je suis emporté par des affects tellement forts que j'ai beau savoir que ça m'est pas tout à fait utile ce que je vais faire, même que ça m'est franchement nuisible, le plaisir est trop grand, l'agréable est trop fort. Mais si la vie affective peut être contraire à la raison, elle ne l'est pas d'ailleurs toujours, parce que l'originalité aussi de Spinoza, c'est de penser qu'il y a des affects qui conviennent avec la raison, qui sont même rationnels. Mais bon, si la plupart de nos affects sont contraires à la raison, en tout cas, on pourrait dire les affects, s'ils sont irrationnels, ils ne sont pas illogiques. Ils ne répondent pas à n'importe quelle logique ou à aucune logique. Il n'y a pas d'absurdité totale. Et ça, il y a peut-être eu une évolution d'ailleurs dans la pensée de Spinoza, qui raconte un peu dans sa correspondance qu'au début, cette vie extérieure du monde humain et puis cette vie intérieure des affects humains, ça lui paraissait une vie absurde, vaine, où on ne pouvait rien comprendre. Et puis il s'est rendu compte petit à petit que oui, c'est absurde si on compare à une vie qui aspire à la rationalité. Mais si on regarde les logiques qui sont à l'œuvre dans les affects communs, on se rend compte qu'ils sont tout à fait compréhensibles et que c'est même cela, au fond, développer sa raison. C'est se comprendre, c'est comprendre cette vie affective qui nous travaille, c'est comprendre ses propres affects pour pouvoir, au fond, ne plus être tout à fait agi par eux, et donc être passif, mais pour pouvoir agir avec eux. Mais la question qui se pose justement, c'est de savoir jusqu'où va ce calcul, cette logique, cette compréhension des affects. Est-ce que du coup, dans l'extrait qu'on a entendu, il était question d'une logique des rencontres, de prendre, une fois qu'on pouvait nommer, définir, comprendre les affects et comprendre les affects d'une autre personne, alors on pouvait quasiment parier sur le fait que la rencontre allait pouvoir être réussie. Jusqu'où va ce calcul-là, cette entreprise de rationalisation des affects? Alors, c'est vrai qu'il y a l'idée d'une géométrie des affects, mais pour Spinoza, elle peut aller très loin, puisqu'il en va d'un enjeu éthique très fort, qui consiste au fond à produire par la raison des affects de sérénité, de satisfaction, qu'il faut que justement on n'ait plus ballotté. Parce que être passif pour Spinoza, c'est-à-dire être agi par ses affects, c'est souvent être agité par eux. Le passif, c'est pas du tout un calme qui inerte, enfin ça peut être ça si la passivité est dépression, mais la passivité est souvent plutôt agitation. Je suis tiraillé, je suis ballotté par mes affects. Alors dans l'extrait qu'on a vu, en effet, il y a un calcul, mais j'ai l'impression que c'est un calcul qui est propre à une raison instrumentale, une raison qui est l'instrument, qui est le moyen d'un affect plus fort, qui est ce que Spinoza appellerait par exemple la libido, le désir des plaisirs charnels, les désirs sexuels, rencontrer le partenaire, ou alors un désir qui est plus propre à l'ambition, c'est-à-dire le désir de la reconnaissance sociale, donc faire un couple pour... Bon. Donc en effet, il peut y avoir des calculs instrumentaux à l'intérieur des affects et même des affects passifs. C'est-à-dire que ceux qui sont emportés par des affects passifs sont pas complètement abrutis. Le plus souvent, d'ailleurs, ça réfléchit pas mal dans un affect. Pour le grand ambitieux, le grand libidineux, le grand cupide, il calcule les moyens justement de satisfaire sa fin, c'est-à-dire l'objet de son affect. Mais l'ambition de Spinoza, elle est peut-être au-delà. Elle n'est pas seulement de l'ordre du calcul. Elle est vraiment de se comprendre au sein de la puissance naturelle ou divine, puisque pour Spinoza, Dieu ou la nature, c'est la même chose, afin justement de réformer sa vie affective, c'est-à-dire non pas tant de ne plus vivre de sa libido ou de ne plus vivre son ambition, mais d'essayer de leur donner une espèce de mesure, de trouver au fond une rationalité qui fasse que les affects ordinaires tiennent leurs promesses, nous rendent vraiment heureux, joyeux. Alors nous y voilà justement, essayer de faire en sorte de réformer sa vie et donc peut-être de mettre en œuvre un pouvoir qui serait d'ordre rationnel ou volontaire pour mettre en ordre ses affects de manière à obtenir la vie à laquelle nous aspirons. On est quand même là dans un autre problème, Pascal, c'est vrai, qui est celui de la dépendance ou non, ou l'indépendance entre la raison d'un côté et les affects ou les sentiments de l'autre, puisque dire cela implique que l'homme peut lui-même se positionner en tant que volonté désirante, avoir une emprise sur ses affects, et donc, en ce sens, être comme un empire dans un empire, avoir sa propre liberté. Or, c'est complètement anti-spinoziste de présenter les choses ainsi. Oui, parce que pour Spinoza, au fond, il s'agit jamais de gravir le monde de la béatitude à coup de volonté.
Il s'agit plutôt de gravir de faire cette ascension, de gravir cette montagne, parce qu'il s'agit vraiment, on voit dans la 5e partie, d'auteurs qui sont difficilement accessibles. Il s'agit de le gravir avec son intelligence. D'ailleurs, sans doute qu'un alpiniste, c'est pas seulement à la force de la volonté, c'est l'intelligence pratique et presque une intelligence affective. C'est-à-dire que pour Spinoza, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un corps, qu'est-ce que c'est qu'un esprit? C'est un champ de bataille où les affects s'entrechoquent et même s'entretuent. Or, il faut que la raison, qui a quand même une certaine puissance, se fasse elle-même force affective pour entrer en lutte contre les affects nuisibles. Donc il ne s'agit pas du tout de prendre les affects de l'extérieur, d'en haut, de surplomb, et de penser que je vais pouvoir maîtriser les affects par je ne sais quel libre arbitre. Spinoza, au contraire, rejette ce modèle cartésien qui consisterait à penser que on a en nous une instance, une volonté infinie, qui est complètement détachée des passions, qui seraient, elles, des passions de l'âme, qui seraient dues, au fond, à l'effet du corps. Non, on est de plein pied dans une vie affective où il s'agit, petit à petit, de se défaire de l'emportement de certains affects parce qu'on développe, au fond, la force affective de la rationalité. Donc, il faut bien voir que, pour Spinoza, la raison, elle entretient plusieurs rapports avec les affects. Elle est à la fois ce qui peut prendre les affects comme objet, mais elle est aussi ce qui est pris à l'intérieur de forces affectives. Parce qu'au fond, augmenter sa puissance de pensée, c'est éprouver de la joie, c'est éprouver des nouveaux désirs. Alors, ça se fera petit à petit au départ, mais ça ouvre des fenêtres affectives qui peuvent prendre... qui peuvent occuper le terrain, qui peuvent prendre de la place sur ce champ de bataille qui est notre esprit et qui est notre corps. Est-ce que ça veut dire que la raison serait elle-même un affect? Ça veut dire, au fond, oui, on pourrait dire cela, que la raison, au fond, la raison, c'est pas une faculté pour Spinoza, c'est un ensemble d'idées. Et ces idées, dans la mesure où elles ne sont pas, je reprends là l'expression fameuse de Spinoza, des peintures muettes sur un tableau, c'est-à-dire comme des images, dirait Descartes, c'est-à-dire quelque chose de passif. Mais non, les idées, ce sont des puissances d'affirmation mentale. Plus elles sont grandes, et plus elles se font variation affective, force affective, puissance d'agir. Donc la raison, véritablement, l'idée adéquate, elle est affect-actif, souvent moins forte que les affects passifs qui nous travaillent, mais la bataille n'est pas perdue à l'avance. Les choses, petit à petit, peuvent se gagner. C'est en tout cas le pari de Spinoza, c'est petit à petit de gagner du terrain sur les affects passionnels qui sont dus à des idées, on va dire, de l'imagination, des idées inadéquates, et qu'il s'agit au fond de transformer. Spinoza nous dit bien la différence entre l'homme sage et l'ignorant, c'est pas que le sage il a moins d'idées inadéquates et qu'il a moins d'affects passifs, c'est juste que la proportion commence à s'inverser. Il a plus d'affects actifs que d'affects passifs, il a plus d'idées adéquates que d'idées inadéquates. Et c'est dans cette proportion que tout se joue. Alors peut-être pour essayer de comprendre et de suivre Spinoza dans son raisonnement, et de cette volonté d'essayer de comprendre la nature des affects et d'en traiter comme s'il était question de lignes, de plans ou de corps, essayons de rentrer un peu plus précisément dans le texte lui-même. Vous avez parlé d'affect passif, d'affect actif. Alors quelle différence entre les deux? Quelle différence entre affection et affect? Et quel rôle du coup la raison peut elle-même jouer quant à cette nature des affects selon qu'ils soient passifs ou actifs? Est-ce que la raison peut rendre actif un affect qui jusque-là n'était que passif? Alors, oui, la question là, c'est la question peut-être centrale du devenir actif, c'est-à-dire de ce retournement ou de cette conversion affective que Spinoza appelle de ses voeux et qu'il prétend nous conduire jusque dans la 5e partie. Alors, pour être concret, prenons un exemple, la jalousie par exemple. C'est un affect que l'on subit. Comment faire en sorte de changer cet affect subi, donc passif, en affect qui serait actif? D'abord, sans doute, Spinoza nous dit, au fond, tous les maux de l'âme, tous nos chagrins naissent de trop d'amour pour une chose finie, dont nul ne peut être le maître. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on aime? L'amour, pour Spinoza, ça se décompose en une joie qu'accompagne l'idée d'une cause. Donc, si j'aime ma compagne, si j'aime un morceau de chocolat, si j'aime aller dans tel ou tel pays, c'est que j'ai une joie à l'idée de ma compagne, de chocolat,
de tel ou tel pays. De cet amour peut naître des conflits passionnels. Par exemple, le désir d'exclusivité, de possession exclusive de l'autre. Ce désir de possession exclusive, il va venir avec l'amour et puis il va être au fond travaillé, entretenu par le fait que d'autres, et ça pour ça, c'est un mécanisme de l'imagination qui est terrible. J'ai besoin d'imaginer que d'autres désirent la chose que moi-même j'aime pour accroître au fond mon amour. J'ai besoin au fond d'émules qui vont voir d'un œil agréable la chose que j'aime. Et c'est vrai que quand on partage un objet d'amour, on l'aime encore plus. Le problème, c'est que la chose que j'aime, elle peut aussi se retourner vers l'émule, et puis je peux craindre que cette émule ne devienne, comme dit Spinoza, un rival. Et donc là, la jalousie va commencer à s'installer et c'est au fond de moi-même qui fait mon propre malheur. Je veux des émules pour entretenir ma flamme, mais ces émules peuvent tout à fait devenir des rivaux. Et puis, l'objet de ma flamme, il peut, s'il est capable d'amour, peut se détourner de moi et puis aller regarder les autres. Ce que dit Spinoza, c'est déjà comprendre ce mécanisme-là. Ça fait déjà un peu de bien. Parce que peut-être qu'on dépassionne la chose, on est moins complètement dans la passion aveugle, on est déjà un petit peu plus dans la compréhension des logiques générales. Bon, ceci dit, si je comprends ça de manière absolument générale, cette idée vraie, comme ça, en tant que vraie, dirait Spinoza, elle n'a pas grand effet sur moi. C'est parce que je vais comprendre le mécanisme précis de mon affect particulier que je suis en train de vivre dans telle ou telle situation, que ça va peut-être pouvoir un petit peu, apaiser les choses. Je vais aussi me rendre compte que j'obéis comme les autres à des mécanismes qui sont pas exclusifs à moi. Et au fond, je vais peut-être pouvoir diviser pour mieux régner, c'est-à-dire me rendre compte que je suis pas la cause libre de mes propres problèmes affectifs, que le responsable non plus n'est pas la chose que j'aime, que tout ça c'est pris dans des réseaux qui font que, on va dire ma tristesse, mon angoisse va être peu à peu apaisée. Si quelqu'un imagine que la chose aimée joint à elle-même un autre, du même lien d'amitié ou bien d'un plus étroit que celui qui faisait qu'il était seul à la posséder, il sera affecté de haine à l'égard de la chose aimée et il enviera cet autre. Allô? Salut chérie, ça va? T'es où? T'es où chérie? T'es où? Hein? Comment ça se fait que tu sois parti si tard? T'as rencontré qui? Ah d'accord, ça t'a pris tout ce temps? Ah d'accord, il est sympa? Il est drôle. Il t'a fait rire? Ah d'accord, mais t'as ri devant lui? Ah d'accord, donc il t'a vu rire alors, d'accord, voilà, c'est ça, voilà. T'as pensé à moi aujourd'hui? C'est vrai? Ah c'est gentil chérie. Et cet après-midi? T'as pas pensé? C'est pas grave mon amour, c'est pas grave. Vers quelle heure t'as pas pensé? Non mais je te dis ça parce que moi j'ai pensé à toi toute la journée chérie. Je me demandais ce que tu faisais, avec qui t'étais, avec qui t'as déjeuné. Voilà, t'as déjeuné avec qui d'ailleurs? Non parce que t'es parti vite ce matin chérie, j'ai pas eu le temps de vérifier, enfin de voir comment t'étais habillée. Qu'est-ce que t'as mis? Le jean blanc? Ah super chérie, le taille basse? Ouais génial, il te va super bien. Ouais, tu t'es baissé pendant la journée? T'as un double appel, c'est qui? Richard? Bah tu réponds pas mon amour. Mais non, mais ne réponds pas, c'est pas grave, chérie. Regarde, chérie, regarde, ne réponds pas. Regarde. Mais c'est pas grave, il va laisser un message, chérie. Regarde, il laisse un message et ce soir, quand je rentre, on l'écoute. Hein? Mais attends, mais ne raccroche pas, mon amour. Mais non, mais c'est pas que j'ai pas confiance, chérie, c'est que j'ai aucune confiance. Cette haine envers la chose aimée jointe à l'envie s'appelle jalousie, laquelle n'est partant rien d'autre qu'un flottement de l'âme né à la fois de l'amour et de la haine qu'accompagne l'idée d'un autre qu'on envie. En outre, cette haine à l'égard de la chose aimée sera plus grande à proportion de la joie dont le jaloux était d'ordinaire affecté, par suite de l'amour réciproque de la chose aimée, et aussi à proportion de l'affect dont il était affecté à l'égard de celui dont il imagine que la chose aimée le joint à elle. Car s'il le haïssait, par là même, il aura la chose aimée en haine, parce qu'il imagine qu'elle affecte de joie ce qu'il a lui-même en haine, et également du fait qu'il est forcé de joindre l'image de la chose aimée à l'image de celui qu'il est, laquelle raison, en général, a lieu dans l'amour pour la femme.
Qui, en effet, imagine une femme qu'il aime se prostituant à un autre, non seulement sera triste de ce que son propre appétit se trouve contrarié, mais aussi parce qu'il est contraint de joindre l'image de la chose aimée aux parties honteuses et aux excrétions de l'autre, il l'a en aversion. À quoi s'ajoute enfin que le jaloux n'est pas accueilli du même visage que la chose aimée lui offrait d'ordinaire, ce qui attriste aussi l'amant, comme je vais le montrer. Jalousie, tu viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu arrives dans ta chaîne, mon cœur glacé d'effroi. Jalousie, tu viens salir de ton bonheur la blanche trame du destin. Jalousie, tu fais surgir la haine dans l'ombre du chemin. Jamais tu ne me livres ton secret. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h31. Nous parlons de raison et sentiment cette semaine, du conflit entre raison et sentiment. Aujourd'hui, en particulier de Spinoza, en compagnie du philosophe Pascal Séverac, qui est maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil, directeur de programme au Collège international de philosophie et rédacteur en chef de La Vie des idées. La joie de me venger. Je cueillais la douce fleur de l'espoir et du bonheur comme au temps de ma jeunesse. Je cachais le désir de l'amant pour t'aimer comme on aime une enfant. Longtemps je t'ai vu grandir, m'inquiétant de tes soupirs et riant de ton plaisir. Mais tu n'es qu'une femme et j'ai peur de tes beaux yeux trompeurs. Jalousie. Suffit-il de comprendre pour se libérer, Pascal Séverac? Suffit-il de comprendre les mécanismes de la jalousie en l'occurrence pour ne plus être jaloux? Suffit-il? Ça, je sais pas. Ce qui m'a frappé, quand on compare au fond l'extrait du sketch et la lecture de la proposition et de la démonstration de Spinoza concernant la jalousie, c'est que peut-être dans les deux cas, on a envie de rire. On a envie de rire parce que d'une certaine manière, le sketch met en boîte la jalousie, montre jusqu'au bout les logiques et de manière presque absurde. C'était Harry Arbitan, je le signale, le comédien. Et au fond, révèle peut-être ce qui, dans la jalousie, est parfois caché. C'est-à-dire, on est jaloux, mais on ne se montre pas complètement jaloux, parce que, ou du moins, on cache ce qu'on aimerait, le désir de savoir, par exemple, qui est propre à la jalousie. On ne va pas jusqu'à complètement le révéler pour garder justement quelques armes. Et quand on manifeste complètement cette logique jusqu'à l'absurde de la jalousie, eh bien, ça fait rire. Et peut-être que quand on lit Spinoza et la complexité qu'il a découvert, travaillé dans ce complexe affectif justement qu'est la jalousie, ça fait presque rire, en tout cas ça fait sourire parce qu'on se dit « Ah tiens, Spinoza prend un malin plaisir à aller jusque dans les coins pour nous révéler ce que c'est que la jalousie. » Il nous parle même du jaloux qui... Bon, il a un flottement de l'âme, il est à la fois dans l'amour et la haine à l'égard de la personne pour laquelle il est jaloux. Il l'aime parce que c'est son aimé, c'est son amant ou son amante, mais il la déteste, cette personne-là aussi, parce que il la soupçonne de se tourner vers un autre. Et puis alors cet autre, il le hait complètement, il a de l'envie, et l'envie c'est de la haine pour Spinoza. Mais alors Spinoza dit, il se fixe au fond sur les excrétions du rival. Alors c'est quoi? C'est sa bave, c'est sa transpiration, c'est son sperme. Donc il y a toute une imagerie très crue que Spinoza met au jour et qui est propre à cet affect de la jalousie. Alors à tel point d'ailleurs que on peut se demander si Spinoza, ici, sans le dire, ne retrouve pas une intuition qui était, une intuition, en tout cas, une affirmation qui est propre à la psychanalyse freudienne et pour laquelle, il y a dans un certain stade de jalousie,
quelque chose de paranoïaque, puis il y a surtout aussi peut-être une pulsion homosexuelle. C'est-à-dire qu'il y a une ambivalence du jaloux à l'égard de son rival, qui est celui qui désire et qui le fait peut-être encore plus désirer celle ou celui qu'il aime, mais qui en même temps est cet être sur lequel on se polarise complètement, qu'on imagine peut-être en train de jouir de la personne qu'on aime, et il y a une ambivalence. Il y a une ambivalence pour ce rival qui aime la même chose que moi, que je déteste, mais au fond peut-être aussi dont j'ai besoin pour entretenir l'excitation amoureuse et pour entretenir la jalousie. Donc peut-être que Freud irait encore plus loin que Spinoza en disant mais cette fixation sur les parties honteuses, les pudenda, dit Spinoza, c'est-à-dire les parties génitales du rival, eh bien ça n'est que l'affirmation d'un désir homosexuel qui est propre au fond, cette homosexualité, hétérosexualité à toute pulsion sexuelle. Et en tout cas, juste en termes de méthode, le rapprochement entre Spinoza et Freud est très fécond, puisque Freud, en tout cas, disons la psychanalyse dans un sens plus large, pas seulement Freud, donne aussi les moyens à l'homme de se libérer de l'emprise de certaines pulsions, certains affects qui asservissent l'homme sans qu'il en ait conscience, et le simple fait d'en prendre conscience pour l'homme est une forme de libération. C'est l'entreprise, en tout cas, de la psychanalyse. Tout à fait. Alors, ce dont n'est pas dotée la théorie spinoziste, c'est de l'idée d'un inconscient voilà, dynamique qui serait lui-même constitué par le processus du refoulement. Ça, on l'a beau chercher, je crois qu'on ne trouvera pas chez Spinoza, même s'il y a quand même quelque chose comme un inconscient dans la mesure où il y a de la pensée qui me détermine à penser, de la pensée qui n'est pas consciente dans mon esprit. Mais cette pensée qui me détermine à penser sans que j'en sois conscient, elle n'est pas constituée par le refoulement, il n'y a pas cette théorisation-là. Mais c'est vrai que, et pour Freud et pour Spinoza, l'affect est au centre et c'est la chair même de notre existence. C'est ça qui fait qu'on est heureux ou malheureux, donc c'est ça, sur ça qu'il faut travailler. Il y a peut-être, chez Spinoza quand même, une entreprise rationnelle, une croyance dans la puissance de la raison qui est plus forte que chez Freud, du point de vue thérapeutique en tout cas. Peut-être pas du point de vue analytique de la vie affective, mais du point de vue thérapeutique, dans la mesure où la cure psychanalytique repose avant tout sur l'association d'idées et peut-être une espèce de ressouvenir, en tout cas la remontée à la surface, pour le dire grossièrement, de certains affects, alors que pour Spinoza, il s'agit vraiment de comprendre des logiques affectives. Alors c'est pas la compréhension toute seule qui suffit. Pour répondre à votre première question, il faut que cette compréhension, elle fasse un effet affectif. Si cette compréhension, elle est juste purement intellectuelle, eh bien, j'aurais compris ça comme j'aurais gratté un os et ça m'aura pas fait grand effet. Si je comprends quelque chose et que cette compréhension, de fait, augmente mes horizons de pensée, affirme ma propre puissance, alors là, je vais pouvoir être transformé. Mais comme dit la toute fin de l'éthique, ce n'est pas parce que je contrarie des passions ou des pulsions que je peux jouir de la béatitude. C'est parce que peu à peu j'arrive à jouir de la béatitude grâce à certaines idées adéquates que certaines passions, je vais pouvoir lâcher prise, qu'elles occupent moins de terrain. Donc c'est quand même un gain de puissance et de plaisir et d'une certaine forme de joie qui fait au fond que j'arrive peu à peu à être moins occupé par certains processus affectifs. Mais le parallèle que nous venons de faire avec Freud pointe quand même un aspect de la pensée de Spinoza qui est un aspect purement, alors je n'ose pas employer le terme d'individualisme, en tout cas qui se pose à l'échelle d'un sujet, d'un être, d'un individu. Or, vous avez vous-même employé, ou peut-être pas, mais en tout cas laissé entendre qu'il y avait cette espèce de désir mimétique entre les hommes. Dans le cas de la jalousie, on ne désire jamais tant un objet que lorsqu'on sait que quelqu'un d'autre le désire, Exactement. Ce qui nous fait désirer aussi celui qui désire le premier objet. Bref, il y a ici un mécanisme qui implique d'autres personnes, où ce n'est pas seulement l'homme face à lui-même qui essaye de connaître les causes qu'il détermine pour être plus libre. Comment, dans ce cas, essayer de transposer la méthode que nous propose Spinoza pour comprendre les affects et ainsi se rendre plus libre à une échelle collective, disons politique? Est-ce que ce processus-là, ce qu'il essaye de mettre en œuvre, fonctionne à une échelle politique? Alors, je répondrai oui et non. D'une certaine manière, Spinoza d'abord explique qu'on ne comprend jamais tout seul. On peut comprendre par soi-même, c'est-à-dire que lorsque je forme une idée adéquate, c'est qu'elle s'explique par la puissance de ma pensée. Mais comprendre par soi-même, ça ne veut pas dire comprendre tout seul, ça veut dire avoir été déterminé par d'autres à comprendre par soi-même. Donc au fond,
rien que le processus de la rationalité, il est collectif. C'est pas vrai que je me libère tout seul. J'ai besoin, de dialogue, de lecture. J'ai besoin d'ouverture affective pour pouvoir comprendre des choses. Et Spinoza nous dit, je serai toujours plus libre en suivant le décret commun dans une société qu'en restant tout seul et en obéissant à moi-même. Donc Spinoza ne croit pas du tout à une entreprise éthique individualiste. D'emblée, ça fait partie au fond d'un égoïsme bien compris d'être altruiste et de prendre en compte l'intérêt d'autrui pour mon propre intérêt. Parce que j'ai besoin de la puissance des autres, de la puissance de compréhension des autres pour m'en sortir moi-même. Alors donc ça veut dire déjà que, on va dire, il y a de la politique dans l'éthique. Il y a déjà une entreprise collective de libération de soi-même. Maintenant, est-ce que Spinoza pense qu'il puisse y avoir des réformes profondément rationnelles pour le collectif? Ça, j'en doute un peu. Spinoza est assez pessimiste quant au poids de la raison pour, on va dire, souder les foules, pour faire des corps sociaux. Ce qui fait des corps collectifs, ce sont des affects, mais ce sont des affects passionnels, qui relèvent de l'imagination et non pas de la raison. Les foules ne sont pas influençables par des raisonnements et ne comprennent que de grossières associations d'idées. Aussi est-ce à leurs sentiments et jamais à leurs raisons que font appel les orateurs qui savent les impressionner. Les lois de la logique n'ont aucune action sur elles. Pour convaincre les foules, il faut d'abord se rendre bien compte des sentiments dont elles sont animées, feindre de les partager, puis tenter de les modifier, en provoquant au moyen d'associations rudimentaires certaines images bien suggestives. Les esprits logiques, habitués à être convaincus par des chaînes de raisonnement un peu serrées, ne peuvent s'empêcher d'avoir recours à ce mode de persuasion quand ils s'adressent aux foules. Et le manque d'effet de leurs arguments les surprend toujours. Mais qu'on essaie de convaincre par un raisonnement des esprits primitifs, des sauvages ou des enfants par exemple, et l'on se rendra compte de la faible valeur que possède ce mode d'argumentation. Mais faut-il regretter que ce ne soit jamais la raison qui guide les foules? Nous n'oserions le dire. La raison humaine n'eût pas réussi sans doute à entraîner l'humanité dans les voies de la civilisation avec l'ardeur et la hardiesse dont l'ont soulevé ces chimères. Filles de l'inconscient qui nous mène, ces chimères étaient sans doute nécessaires. Chaque race porte dans sa constitution mentale les lois de ses destinées. Et c'est peut-être à ces lois qu'elle obéit par un inéluctable instinct, même dans ses impulsions en apparence les plus irraisonnées. Laissons donc la raison aux philosophes, mais ne lui demandons pas trop d'intervenir dans le gouvernement des hommes. Ce n'est pas avec la raison, et c'est le plus souvent malgré elle, que se sont créés des sentiments tels que l'honneur, l'abnégation, la foi religieuse, l'amour de la gloire et de la patrie, qui ont été jusqu'ici les grands ressorts de toutes les civilisations. Le texte que l'on vient d'entendre, Pascal Sévrac, n'est pas de Spinoza, vous l'aurez reconnu, mais de Gustave Le Bon, un anthropologue et précurseur peut-être de la sociologie de la fin du 19e. Il a écrit un ouvrage intitulé Psychologie des foules qui date de 1895. Et la phrase qu'il cite à la fin du texte qu'on vient d'entendre, « Laissons donc la raison aux philosophes, mais ne lui demandons pas trop d'intervenir dans le gouvernement des hommes », est une phrase qui est en total accord avec ce qu'écrit Spinoza, là cette fois dans le traité politique. Exactement. Dans le traité politique, Spinoza dit j'ai beaucoup plus à apprendre des politiques praticiens, de ceux qui ont de l'expérience politique, que des philosophes qui formulent toujours des modèles de société, de régime de gouvernementalité, qui sont au fond dans l'idéal, dans l'utopie, et qui ne sont pas dans l'expérience concrète des choses. Alors ça ne veut pas dire pour autant que Spinoza renonce complètement à tout horizon de rationalité. Mais au fond, ce qu'il explique, c'est que chaque type de gouvernement ou de régime de gouvernementalité, ça peut être la monarchie absolue ou monarchie constitutionnelle, on va dire. Ça peut être l'aristocratie, ça peut être la démocratie. Chaque régime de gouvernementalité, chaque État qui, au fond, est gouverné par tel ou tel type de régime, eh bien, cherche à se stabiliser, cherche à se renforcer. Et pour ça, il y a une norme interne qui va s'affirmer. C'est la norme
de la démocratie réelle. C'est-à-dire, plus il y a d'individus qui participent aux décisions, qui participent au fond à la puissance collective de l'État, et plus cet État sera fort. Donc, il ne s'agit pas de poser une norme de rationalité comme ça, extérieure à l'État, en disant, au fond, il faut que la politique soit subordonnée à l'éthique. Spinoza ne croit pas à ça. Mais ce qu'il explique, c'est que un État, quand même, sera d'autant plus fort, c'est-à-dire sera d'autant plus à même de persévérer dans son être, on retrouve là le conatus des corps collectifs, eh bien, qu'il aura des procédures démocratiques et donc rationnelles, parce que pour Spinoza, avec la démocratie va la rationalité, qu'il y aura des procédures démocratiques et rationnelles mises en place. Donc, c'est au fond, en vertu d'une norme immanente du politique, que Spinoza va dégager l'idée qu'il y a un horizon de rationalité possible. Mais si on prend les foules telles qu'elles sont constituées avec des affects communs. Et c'est pour ça, par exemple, que Spinoza est assez sceptique avec la Révolution. Il nous dit souvent, enfin il ne le dit pas souvent, mais il le dit au moins une fois, la Révolution, ça peut abattre le tyran. Mais c'est pas sûr du tout que ça abatte la tyrannie. Et pourquoi ? Parce que d'abord, celui qui va prendre le pouvoir ensuite, il va avoir peur de ce qui s'est passé auparavant. Il risque en plus donc d'avoir un régime encore plus autoritaire. Et puis surtout, parce qu'un régime, c'est de la potestas, c'est du pouvoir qui n'est jamais complètement déconnecté de la puissance de la multitude. Il y a un rapport de circularité entre, on va dire, la verticalité du pouvoir et l'horizontalité de la puissance du peuple, si on veut. Et donc ça veut dire que si, au fond, une tyrannie s'est installée, c'est qu'il y avait, d'une certaine manière, les soubassements affectifs, imaginaires, le désir de cette tyrannie dans le peuple. Donc il peut y avoir l'événement qui va abattre le tyran. Mais pour véritablement en finir avec la tyrannie, il faudra un processus beaucoup plus lent, un processus de transformation du corps politique qui va changer d'idée sur lui-même, qui va changer de désir, qui va peut-être ne plus vouloir un homme providentiel qui le gouverne. C'est tout l'affect, au fond, commun qui fait le corps collectif. Et donc, la tyrannie, c'est pas seulement un pouvoir d'en haut, c'est aussi une forme affective. Et pour se défaire de la tyrannie, il faut se défaire de l'affect commun. When we refuse to suffer, when we refuse to feel, your life becomes a bore, and you're suffering even more. When we refuse to suffer, yeah, when we refuse to feel, you're suffering more. Your life gets boring and gray, gray, gray. Merci beaucoup Pascal Sévrac d'être venu nous parler de Spinoza aujourd'hui dans le cadre de cette semaine consacrée au conflit entre la raison et les sentiments. De vous, on peut lire, paru dernièrement aux éditions Vrin, Spinoza, Union et Désunion. Vous aviez travaillé auparavant sur le devenir actif, c'était l'objet de votre thèse, je crois. Et je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil, directeur de programme au Collège international de philosophie et rédacteur en chef de la revue La Vie des idées. Et puis c'est à vous que l'on doit aussi, j'ai plaisir à les citer parce qu'ils sont extrêmement utiles, en tout cas quand on étudie la philosophie, plusieurs ouvrages consacrés à Spinoza, parus aux éditions Ellipse, donc l'éthique de Spinoza, un ouvrage coécrit avec Ariel Suami, tout simplement intitulé Spinoza, et un autre qui aide à comprendre l'appendice de l'éthique 1, si je me souviens bien. C'est exactement je l'ai pas ça. sous les yeux, mais c'est ça, vous trouverez toutes ces références en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. Boys, tell when we refuse to suffer. Et puis j'ai failli l'oublier, on en a dit deux mots, alors autant l'annoncer, Spinoza et la psychanalyse, sous la direction d'André Martins et de vous-même Pascal Sévrac. C'est un ouvrage collectif qu'on trouve aux éditions Hermann. We'll have the last laugh. 10h50, France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, c'est l'heure de retrouver François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle.
La photographie exerce une force de conviction qui fait d'elle une preuve de vérité. Mais d'où lui vient cette puissance? Et la photographie numérique a-t-elle changé son statut? Daniel Grojnowski engage le débat dans Photographie et croyances, publié aux éditions de La Différence. Daniel Grojnowski, bonjour. Bonjour. Alors, comment l'image photographique entraîne-t-elle cette croyance dans ce qu'elle représente? Vous suggérez qu'elle a un lien avec le religieux. Pourquoi? Vous allez un petit peu vite, peut-être, à mon sens. Très, très vite, vous engagez cette formule très provocante. Toute photographie est christique, vous dites. Vous savez, ça s'appelle une accroche dans le domaine de la publicité et de l'édition. Ce sont des ouvrages un peu austères et il faut quand même un peu... appâter le lecteur, l'introduire dans une problématique qui est parfois obscure. Puis il faut présenter des images, il faut un peu agrémenter. Alors, si vous voulez, le parcours. Reprenons un peu. Mais disons que mon point de départ est très simple, c'est l'expérience qui est la vôtre, qui est celle de tout le monde. C'est que même dans des moments anodins ou importants, la photographie fait preuve. Hein. Vous passez d'un monde à l'autre, vous passez par un poste frontière, et bien vous montrez quand même une photographie. Hein. C'est très très important. Et si vous ne l'avez pas, vous aurez beaucoup d'ennuis. Donc je suis parti un peu de cette expérience un peu, ordinaire, communément partagée, et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on y croyait, alors qu'en même temps, on est parfaitement conscient de toutes les manipulations, et puis Photoshop n'a pas merveilleusement compliqué les choses. Et de réflexion en réflexion, j'ai pensé qu'il y avait quand même une photo qui était irrépressible, pour employer un terme qui me revient constamment dans ce petit essai. C'est la photo qu'enregistre Véronique. Oui, donc au fond, toute photographie est empreinte. Voilà. C'est ce qui fait sa force de vérité, c'est que quelque chose du réel s'est déposé en elle. Voilà, c'est son statut, sa définition même. Je crois que Roland Barthes disait c'est un objet anthropologiquement nouveau. Oui. Alors on peut prendre le contre-pied et on peut dire finalement c'est une image parmi des tas d'autres images. Il y a une imagerie ou des imageries photographiques, comme il y a toutes sortes d'imageries. Mais en tout cas, dans l'expérience que nous en faisons quotidiennement, ça n'est pas une image comme les autres. C'est une image qui fait preuve, qui restitue un moment, un objet, une personne, un souvenir. Donc c'est en cela qu'elle est irrépressible et qu'elle vous oblige à adhérer. C'est pourquoi je fais, mais c'est purement métaphorique, je ne suis pas historien des religions ni théologien, mais elle agit un peu comme pour le croyant agit l'image du Christ tel que l'enregistre Véronique, par exemple. Alors le Saint-Suaire, justement, ce voile de Véronique, d'ailleurs c'est sur la couverture. On retrouve cette idée. Vous dites d'ailleurs que Véronique, c'est la patronne de la photographie. Et toute photographie est christique. Je reprends votre formule, qui, même si elle est une accroche, est quand même très saisissante. Est-ce que cela signifie que les mêmes processus étaient à l'œuvre à la fois dans l'impression mais aussi dans la réception au moment de ce voile de Turin, où il y a toujours eu bien sûr beaucoup de polémiques sur la véracité ou la véronicité de cette icône. Mais est-ce que vraiment on peut penser la photographie encore aujourd'hui de cette manière-là ? Alors, quand vous dites encore aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes. Je me place dans la logique, l'invention de la photographie, le daguerréotype, la photographie argentique, etc. Je laisse de côté parce que c'est très compliqué, ce qu'est la photo numérique aujourd'hui. Pour aller vite, je dirais qu'elle est dans la même logique pour ceux qui l'aperçoivent. Oui, vous dites d'ailleurs que l'image numérique, pour vous, reconduit l'illusion d'empreinte. Voilà. Elle n'est pas dans l'empreinte, mais elle reconduit son illusion. C'est comme si c'était une empreinte. Mais culturellement pour nous, la photographie
est empreinte, donc, alors on peut discuter sur ce donc, donc réalité, donc vérité, donc médiatrice de certitude. Et d'où les abus, c'est comme l'hypocrisie qui est un hommage que le vice rend à la vertu. Le trucage en photographie est une sorte d'hommage qui est rendu à la crédibilité que entraîne automatiquement toute photographie quelle qu'elle soit. Est-ce qu'on peut être donc dans cette logique antithétique de croyance-vérité? On sait qu'évidemment Roland Barthes a écrit dans La Chambre claire que le noème de la photographie, c'est le ça a été. Donc quelque chose a bien été là, c'est imprimé. Mais en même temps, voilà, qu'est-ce que la réception va retenir? Est-ce qu'on n'est pas tout de suite dans la légende? Et vous observez tout de suite que la photographie est d'emblée dans le légendaire et l'imaginaire. Voilà, c'est un peu l'interface des images de toutes sortes d'ailleurs, c'est qu'elles sont saturées de langage, de croyances, explicites ou implicites, de ce qui est, ce sont des faits d'acculturation. On a l'habitude de voir, prendre un exemple un peu banal, on a l'habitude de voir le visage du Christ d'une certaine manière, la barbe, les cheveux longs, le sourire ou la souffrance, etc., etc. Donc à ce moment-là, l'interface de la photographie en tant qu'image authentique, c'est de vous interpeller, de dire vous devez croire en moi parce que je suis photo, et en même temps subrepticement, si je peux dire, ou involontairement ou inconsciemment pour celui qui y adhère, il y a tout un maillage de légendes, de textes, de croyances, et qui est verbal. Au fond, on pourrait dire aussi que toute photographie, elle est saturée de langage. Oui. Quand vous posez la question, que représente le combattant espagnol de Robert Capa, l'enfant juif du ghetto de Varsovie, la petite vietnamienne dénudée courant dans un paysage de guerre, est-ce que vous suggérez que de toute façon, on n'atteint jamais véritablement au référent, au réel, qu'il est toujours filtré par de l'imaginaire, ou est-ce que malgré tout, il y a une puissance de preuve aussi à travers ce type de photographie? Là, c'est des problèmes philosophiques qui me dépassent outrancièrement. Mais en effet, il y a des images qui sont devenues de véritables icônes. Le petit juif du ghetto, je crois qu'il y a 4-5 personnes qui se sont reconnues. C'était moi, je me rappelle, etc. Et il y a un tel pouvoir de la présence de l'image que on peut croire à celui qui porte ce témoignage. Mais on ne sait jamais de quoi une image photographique témoigne, à vrai dire. Parce qu'à partir de ce cliché, au meilleur et au pire sens du mot, ce sont des clichés, il y a toutes sortes de discours contradictoires ou différents qui interfèrent. Et elle devient le support, justement, l'image photographique, parce qu'elle témoigne de la vérité, devient le support, je dirais, de tous les bobards, si on peut employer ce terme un petit peu fort quand même. Une dernière question, Daniel Groźnowski. Est-ce que la démocratisation de la photographie numérique, les logiciels de retouche, aussi allusion à Photoshop, ne remettent pas en question la croyance en une image vraie? En termes purement techniques, évidemment, c'est plus le même genre d'image. Mais en termes de croyance, pas du tout. Et c'est là qu'on est un peu, on est renvoyé à deux vérités contradictoires. On croira toujours qu'une image, parce qu'elle hérite de l'empreinte, elle est vraie. Et en même temps, par nos expériences quotidiennes, nous savons que tout est trucage. Eh bien, c'est une question de pacte, c'est une question de choix. On va croire au sensuaire ou on ne va pas y croire. Mais la croyance est première à l'image. Merci Daniel Groźnowski. Je rappelle le titre de votre livre, Photographie et croyance, paru aux éditions de La Différence. Vous pouvez retrouver et podcaster le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr. Merci beaucoup François. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au conflit entre la raison et les sentiments. Demain, je recevrai Frédéric Auger pour vous parler du roman de Jane Austen, Raison et sentiments justement, roman merveilleux empreint d'ironie et de morale victorienne. Et puis j'en profite pour vous annoncer que le vendredi 11 janvier 2013, les Nouveaux Chemins enregistreront 4 émissions pour préparer les élèves de terminale aux épreuves du bac blanc de philosophie. Nous recherchons à cette occasion 4 professeurs de philo qui seraient prêts à jouer le jeu devant un micro à la maison de la radio en présence de leurs élèves. Alors si vous êtes intéressés, merci de nous écrire à l'adresse email de l'émission que vous trouverez en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. Et puis enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer la naissance de la page consacrée aux Nouveaux Chemins sur un réseau social connu qui commence par la lettre F, qui a un visage de bouc. Bref, tout le monde aura compris de quoi je parle. Venez nous y rejoindre, on vous y attend.
À demain donc, et d'ici là, rendez-vous sur le site de l'émission pour la réécouter et la télécharger.